Bon, nous sommes ravis d'accueillir Augustin Berck pour la 3e fois cette année, pour cette année universitaire. Content également, bien évidemment, avec Vanina, qui est co-organisatrice avec moi de cette manifestation, de cette chaire Développement des territoires et innovation. Contente de vous accueillir aussi nombreux. Voilà, membres de l'UMR LISA, non membres de l'UMR LISA, non membres de l'Université de Corse. Voilà, mais comme je peux le constater, très, très intéressé par le projet de chaire et les cours, les séminaires que nous dispense Augustin Berck tout au long de ces séances. Donc nous en sommes à la 3e, c'est la session de printemps. Elle est consacrée, et je trouve que c'est très bien, ça colle très bien, elle est consacrée à la question du sacré, à la question y a-t-il du sacré dans la nature? Et je vais passer tout de suite la parole à Augustin Berck. Vous connaissez le principe, mais je le précise pour ceux qui n'étaient pas venus antérieurement. Donc Augustin Berck, le mardi après-midi, tous les mardis après-midi, nous fait une présentation, un point sur une question fondamentale de mésologie. Ensuite, la discussion s'installe avec la salle, avec le public. Le jeudi après-midi, la séance est consacrée à une question qui intéresse directement le territoire corse. Et elle se déroule, cette séance, en 2 temps. Tout d'abord, une intervention d'Augustin Berck et ensuite une intervention, en règle générale, d'un acteur de la société civile, d'une institution, en tout cas, d'acteurs de la société corse. Cette semaine, c'est... je la cherche des yeux. Laetitia, voilà. Laetitia, donc, qui est ici, qui est artiste, voilà, et qui nous fera part de ses réflexions sur le lien entre l'art, la nature et l'aménagement en Corse, donc jeudi après-midi. Voilà, je passe aussitôt la parole à Augustin Berck, que je remercie à nouveau d'être parmi nous. C'est moi qui remercie l'Université de Corse, à travers Nanette, Maupertuis et Vanina aussi, de me donner l'occasion de parler de mésologie. Et avec cette question, y a-t-il du sacré dans la nature? Donc si vous voulez économiser le papier, vous pouvez noter tout de suite non et vous ajoutez oui. Voilà. Bien. On va commencer par le point non. Dans la nature, il n'y a pas de sacré. Et ici, la nature n'a pas de guillemets. Comment définit-on la nature? Une définition de base, ce serait ce qui ne suppose pas l'existence humaine. Ce qui ne suppose pas l'existence humaine. Et le sacré, une définition de base, serait ce qui a rapport au surnaturel dans le sens de ce qui dépasse la nature, ce qui dépasse le quotidien, l'ordinaire, etc. Bon, avec ces 2 définitions, on peut déjà imaginer que dans la nature ainsi définie, il n'y a pas de sacré. C'est-à-dire que ce que les sciences de la nature nous montrent, eh bien, c'est que, par exemple, dans le monde animal, on ne observe pas de comportement qui laisserait entendre un sens du surnaturel, du religieux ou du divin. Alors que, en revanche, dans la plupart des sociétés humaines, on en trouve des preuves manifestes innombrables. Donc le sacré serait un fait humain. Mais avec ceci de paradoxal, que le sacré se pose justement comme ce qui dépasse l'humain et ouvre au surhumain. Et ces ouvertures au surhumain se marquent dans l'espace avec des distinctions par rapport à l'espace profane. Profane ici, c'est le contraire de sacré, marquées par des limites nettes, des limites inviolables. Certes, on voit des limites dans les mondes animaux, on voit des limites
marquant une territorialité. En somme, des limites qui ont une fonction assez analogue de celle dont je viens de parler à propos de la distinction profane-sacrée. Mais ces limites qui existent dans les mondes animaux, elles ne renvoient à rien d'autre qu'au rapport des animaux entre eux, et pas au surnaturel. Mais bon, ça c'est a priori ce qu'on peut penser. Néanmoins, il y aurait des nuances et des doutes à ce propos. Par exemple, on a parlé de cimetière d'éléphants, cimetière des éléphants. Le cimetière, Camposanto, en somme, c'est un espace sacré. Pourquoi sacré? Parce que les morts nous renvoient à l'au-delà de ce monde, à un autre monde, qui est surnaturel. Alors, est-ce que les éléphants auraient un sens de l'au-delà? Il paraît avéré que les éléphants s'intéressent à leurs congénères morts. Mais quant à leur consacrer des cimetières, il s'agit sans doute d'une fantaisie anthropomorphique. On a trouvé des groupements de squelettes d'éléphants, mais le problème c'est comment les interpréter. Peut-être ne s'agit-il que de traces de massacres d'éléphants par des humains, justement, par des chasseurs d'ivoire, par exemple. Je n'ai pas de réponse sûre à cet égard. J'aurais tendance à ne pas interpréter cela comme de véritables cimetières. En revanche, dans l'espèce humaine, ça c'est sûr, on a prouvé l'existence de sépultures, véritables sépultures, qui remontent à plus de 100 000 ans. À l'heure actuelle, la plus ancienne que l'on connaisse, qui est en Israël. Ça n'a aucun rapport avec le judaïsme et le christianisme, parce que c'est bien, bien antérieur. À Mouraret el-Taboun. Des sépultures qui remontent entre moins 170 000 et moins 120 000 années. Et d'autres à Sroul et d'autres, Khavzé, enfin bref, en divers sites, mais celui-ci est le plus ancien. Alors justement, à ce propos, si ces questions vous intéressent, je vous renvoie à un excellent numéro des Cahiers de sciences et vie aux origines du sacré et des dieux, où on en parle justement, je fais circuler. Donc ça serait entre moins 170 000 et moins 120 000 ans. Et dans ces sépultures, on trouve un squelette de femme. Dans la plus ancienne reconnue, on trouve un squelette de femme néandertal. C'est pas l'homme moderne, c'est un néandertal, et une femme vraisemblablement. Et elle a été enterrée avec un rite accompagné d'objets. Alors, accompagné, pourquoi accompagné? Ça, évidemment, c'est conjectural. Accompagné où? Pour aller où? On ne sait pas. Il y a des réponses différentes. Pour certains, c'est l'accompagner dans l'au-delà. Il y aurait donc une idée de l'au-delà. Et pour d'autres, non. Bref, la question se pose. Et si il y avait bien l'intention de l'accompagner dans l'au-delà, ça témoigne indubitablement d'un sens du sacré, c'est-à-dire la capacité d'instaurer dans certains espaces bien délimités une communication avec le surnaturel, si c'est bien le cas. Et autant qu'on sache, par l'éthologie, les espèces animales, même les plus proches de l'humain, ne connaissent rien de tel.
Donc le sacré paraît bien être le propre de l'homme, le propre de l'humain. Et que la nature en elle-même, je dis bien en elle-même, ne le connaît pas. D'où la question, pourquoi est-ce que les humains reconnaissent-ils, ou bien au moins devraient-ils reconnaître, du sacré dans la nature? Donc voilà la question qui va nous occuper. D'abord en se demandant, sacré pour qui? Sacré pour qui? L'histoire humaine nous montre qu'en particulier pendant les guerres, et spécialement les guerres de religion, on viole allègrement ce qui est sacré pour l'ennemi, ce qui est sacré pour les autres. Et en particulier, on viole les cimetières. Ça ne se compte pas dans l'histoire, les ravages des lieux saints du vaincu par le vainqueur. Ce genre de profanation, on le connaît même en temps de paix, de la part d'extrémistes divers. C'est de tous les bords. C'est parce que le sacré des uns n'est pas celui des autres. Et même le sacré des uns peut attiser chez les autres l'envie de le profaner. Ce qui est du reste reconnaître son importance, reconnaître qu'il est sacré, justement. Cependant, dans le monde actuel, la capacité de reconnaître du sacré semble disparaître. Ou au moins dans une partie du monde actuel, notre monde. Et je vais en prendre un exemple assez récent. Je l'ai trouvé dans le journal, tout simplement, dans Le Monde du 29 décembre 2011. Je vais parler un peu en détail de ce cas. Donc Le Monde du 29 décembre 2011, en page 7, détaillait le cas suivant. Ça se passe au Mexique, un peu au nord de Mexico, à environ 500 km au nord de Mexico, dans une réserve naturelle qui est protégée, la réserve de Huilicuta. Et dans laquelle se trouve une colline qui porte le nom de colline brûlée, Cerro Quemado. La colline brûlée, qui est un lieu saint des Indiens, des Amérindiens Huichol. Donc, c'est une réserve naturelle et en particulier, c'est aussi un site naturel sacré reconnu par l'UNESCO en tant que tel, site naturel sacré. Donc, c'est un lieu saint et pour ces Indiens, Huichol, c'est là que le soleil serait né, le lieu de naissance du soleil. Et c'est marqué par des cercles de pierre. Et chaque année, les Huichol, qui sont environ 40 000, se rendent en pèlerinage sur cette colline pour y voir la lumière, comme ils disent, voir la lumière, notamment en consommant des champignons hallucinogènes, en prenant du peyote. Chaque année. Et en 2008, le 28 avril 2008, le président Calderón, le président du Mexique, bon, c'est pas la peine de noter son nom, et 5 gouverneurs provinciaux ont signé avec eux, avec ces Indiens, un pacte de Huauchamanaca, enfin, je vous renvoie au Monde, qui garantit à ces Indiens Huichol la préservation de leurs lieux sacrés et de leurs chemins de pèlerinage qui conduisent à la colline brûlée. Or, la géologie de ce coin recèle des filons d'argent.
Et en 2009, donc juste l'année suivante, sans consulter les Huichol, ça veut dire c'est en violation notamment de l'accord 169 de l'Organisation internationale du travail, dont le Mexique est signataire, article qui prévoit que les peuples indigènes soient consultés pour tout projet touchant à leur terre ancestrale. Bon, donc déjà violation du droit international. Mais il y a violation d'autres choses aussi. Donc en 2009, le gouvernement mexicain a accordé sur ces terrains 35 concessions à une société mexicaine qui s'appelle Mineral Real Bonanza, qui est filiale d'un grand groupe canadien qui s'appelle First Majestic Silver. First Majestic Silver. 35 concessions couvrant 6000 hectares, dont 70% dans la réserve naturelle, qui est en même temps une réserve sacrée, site naturel sacré. Ça, c'est une première compagnie canadienne. Vous savez, les Canadiens sont très forts pour tout ce qui touche aux mines. Une autre compagnie canadienne, West Timmins Mining, a obtenu 2 autres concessions. Cette fois-ci, c'est pour de l'or, des mines d'or, à proximité du même site. Et au moment du reportage du Monde, donc en décembre 2011, l'exploitation n'avait pas encore commencé. Elle n'avait pas commencé notamment parce que les Huichol ont résisté. Et ils ont créé, en septembre 2010, un front de défense de Wirikuta. Le front de défense de Wirikuta, qui a, ce mouvement qu'ils ont lancé, a eu des résonances internationales, un mouvement de protestation internationale qui s'est attiré l'appui de personnalités mondiales, comme par exemple l'écrivain Jean-Marie Leclésio, qui est prix Nobel de littérature, et qui réside au Mexique, ou qui a résidé au Mexique, et qui est très sensible à ces questions. Alors, moi, je n'ai pas mené d'enquête personnelle là-dessus. Mes informations ne remontent pas au-delà. À l'époque, donc, il y a un peu plus d'1 an, l'affaire n'était pas résolue, mais en tout cas, c'est vraiment un cas d'école. À savoir que, au mépris des engagements signés avec les peuples premiers, comme on dit en Amérique du Nord, un État moderne, descendant de la conquête, de la conquista, gère le territoire comme s'il n'existait pas. Comme s'il n'existait pas. Et comme si, en particulier, la dimension sacrée des hauts lieux, comme on dit, les hauts lieux, comme si la dimension sacrée des hauts lieux était éliminée. Et si vous éliminez cette dimension, que reste-t-il ? Il reste la dimension physique et économique. Ça, c'est vraiment typique d'un problème mésologique, c'est-à-dire qu'il y a négation du milieu propre aux autochtones. Autrement dit, il y a négation de leur existence. Il ne s'agit pas de génocide, mais il s'agit de cosmocide, c'est-à-dire nier leur monde, tuer leur monde, cosmocide. Et on a fait ça, l'Occident a fait ça allègrement sur toute la planète, vis-à-vis d'autres cultures. En d'autres termes, plus géographiques, on pourrait dire qu'une certaine spatialité
veut se substituer à une autre spatialité, prétend se substituer à une autre spatialité, alors que l'étendue concernée est strictement la même. En termes plus mésologiques, vous avez la même Umgebung, c'est-à-dire le même donné environnemental, au sens objectif. Ça, c'est dans le sens dont j'ai souvent parlé déjà ici, dans le sens de l'Umwelt, Lehre de Uexküll. Donc ça veut dire mésologie, c'est étude du monde environnant. La mésologie, qu'est-ce qu'elle étudie? Non pas l'Umgebung, qui étudie l'écologie. L'écologie étudie l'Umgebung, c'est-à-dire le donné environnemental objectif. La mésologie, bien entendu, n'ignore pas Umgebung, mais elle cherche à comprendre l'Umwelt, c'est-à-dire le milieu. Ça, c'est l'environnement. Et ça, c'est le milieu. Voilà, donc là, il y a négation du milieu et il reste seulement le donné environnemental en termes physiques, des filons d'argent, et économiques. Ça veut dire une ressource exploitable. Alors, comment cela s'exprime-t-il, cette différence entre les deux, Umgebung et Umwelt, ou environnement et milieu? Ça s'exprime dans une différence de prise en compte de la réalité. Ce n'est pas la même réalité qui existe pour les uns et les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui a du sens pour les uns et pour les autres. Ce qui compte pour les Huichol, ce n'est pas ce qui compte pour First Majestic Silver. On va d'abord voir ce qui compte pour First Majestic Silver. À travers son représentant, M. Juan Carlos González, qui est cité par l'article du Monde. Donc, je cite, « Aucun dommage ne sera fait à la nature et aux lieux de culte. Grâce aux techniques modernes, l'eau est recyclée à 100%, sans résidus polluants dans les sous-sols. Sans compter que l'exploitation va créer 750 emplois directs et 1500 indirects. » Fin de citation. Alors, c'est fiable ou ce n'est pas fiable. En tout cas, ce n'est pas ça qui compte pour les Huichol. Pour les Huichol, l'essentiel, c'est autre chose. À savoir que cette opération est une profanation, un viol du sacré. Et comme ils vivent au XXIe siècle, ils ajoutent quelque chose. Ils ajoutent que c'est également violer une réserve naturelle. Une réserve naturelle qui a été classée en 1994 zone naturelle protégée. Protégée par l'État de San Luis Potosí. Vous savez, le Mexique est un État uni. Enfin, c'est des États-Unis. Il y a beaucoup d'États-Unis en Amérique. Il y a le Brésil, et puis il y a ceux que nous connaissons comme les States. Bon. Mais il y en a d'autres. Donc là, il y en a aussi au Mexique. Là, c'est l'État de San Luis Potosí. Cette réserve naturelle protégée, elle est connue mondialement pour recéler la plus grande variété de cactus au monde. Et de nombreuses espèces animales en danger, comme l'aigle royal, ou le puma, ou le cerf à queue blanche, etc. Question. Est-ce que le viol d'une réserve naturelle protégée est du même ordre que la profanation des lieux saints
d'un peuple premier? Est-ce du même ordre? La réponse, c'est non. En effet, la relation des sociétés humaines à l'étendue terrestre objective, ou à l'Umgebung, la relation des sociétés humaines à l'Umgebung, cette relation, nous l'appelons écoumène en mésologie. L'écoumène s'organise en relations très diverses, en modalités très diverses. Ces modalités définissent des prises ou des prises écouménales. Prise écouménale ou médiale, c'est synonyme en l'affaire. Ça veut dire la même chose. Ainsi, c'est prise pour les mêmes objets physiques, c'est-à-dire pour la même Umgebung. Pour les mêmes objets physiques, ces prises peuvent différer grandement. Elles sont en effet éco-techno-symboliques. Éco-techno-symboliques. Et beaucoup d'entre vous êtes déjà venus aux séances précédentes. Vous savez que ces prises écouménales fonctionnent de manière analogue à une prédication en logique, c'est-à-dire le rapport entre un sujet, au sens logique, ce dont il s'agit, et ce que l'on dit à propos de ce sujet, à savoir un prédicat. Donc c'est le rapport entre le sujet S et le prédicat P. Mais c'est dans un sens beaucoup plus large qu'une simple prédication, parce qu'une prédication, c'est d'ordre verbal seulement, alors que le rapport qui donne naissance à des prises écouménales, c'est ce qu'on appellera une trajection. Dans laquelle ce qui va interpréter S en tant que P relève d'abord de nos sens. Alors, comme cela vaut également pour toute espèce vivante, mais que toutes les espèces vivantes n'ont pas langage et pensée, j'ai déplacé par rapport à ce que je vous ai raconté les fois précédentes, je mettais l'action en dernier. Parce qu'effectivement, dans l'écoumène qui est propre à l'humanité, on réfléchit avant d'agir, en principe, donc on pense avant d'agir, toujours en principe. Donc j'avais mis l'action en dernier. Mais s'agissant du monde vivant en général, l'action, les sens et l'action, ou la perception, ou la sensation, est immédiatement suivie de l'action. Donc on va mettre sens, action, et puis langage et pensée. Langage et pensée, ça vaut pour le monde humain. Il y a des cas où il y a chevauchement ou anticipation d'un chevauchement possible, mais néanmoins on continue à pouvoir définir l'humain par le langage depuis le temps d'Aristote, hein, l'animal qui possède le langage, zoon logon ekon. Par exemple, on nous rebat les oreilles de la différence infime, je mets infime entre guillemets, qui existerait entre le génome du chimpanzé et le génome de l'humain, Homo sapiens. On nous dit 1,93%, ce qui voudrait dire que c'est très très peu. En fait, c'est absolument décisif, parce que ces 1,93%, ils s'expriment notamment par 60% de cervelle en plus. C'est-à-dire, si on garde les normes des primates les plus proches de nous,
l'humain, sur 1400 cm3 de cerveau, il en a 900 en trop. 900 cm3 de cervelle en trop. Et pas n'importe quelle cervelle, ça comprend notamment les aires corticales du langage qui sont quasi absentes chez le chimpanzé. Quasi absentes, dans l'espèce la plus proche de la nôtre. Et ça, c'est absolument décisif. Parce que le langage, c'est ce qui permet à l'espèce humaine de se prédiquer elle-même en tant que quelque chose de plus. Par exemple, de dire « je m'appelle un tel ». C'est-à-dire « je me fais exister en tant que ». L'humain est sujet, prédicat de soi-même. Mais si on commence à voir les choses de ce point de vue, on se dit, mais toute espèce vivante est sujet, prédicat de soi-même, puisque le vivant, par rapport à une pierre, c'est justement ce qui a une certaine conscience de soi. Et cette conscience de soi, les recherches les plus récentes en biologie montrent qu'on la trouve même chez les cellules, c'est-à-dire l'échelon de base du vivant, puisqu'une cellule est capable de faire la différence entre soi et l'extérieur. Et ça, c'est la marque du vivant. Le vivant fait la distinction entre soi et le non-soi, entre soi et non-soi, à tous les niveaux donc. Et dans l'humain, justement, à tous les niveaux, il y a distinction entre soi et non-soi. Par exemple, le système immunitaire fait la distinction très nette entre soi et non-soi, etc. Bien, donc vous avez un étagement trajective, une suite trajective qui se représente, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà ces formules par cœur, mais il est quand même bon de les reprendre. La formule de base, c'est S en tant que P. L'oblique, là, ça veut dire en tant que. S saisit en tant que P. Ça, c'est le rapport de base de la trajection. Mais la suite trajective qui se produit au cours de l'évolution fait que... Alors ça donne la définition de la réalité. Vous avez un donné umgebung de base, mais qui n'existe pour le vivant concerné, qui n'existe que dans la mesure où il est trajecté justement en tant que P, en tant que ressource, en tant que contrainte, en tant que risque, en tant qu'agrément. C'est les 4 prédicats de base. Bon, mais ce donné de base, cette réalité, va être indéfiniment, etc. Vous voyez, comme ça. C'est ça, c'est une suite trajective. Et le langage, là-dedans, eh bien, il vient très loin dans cette suite trajective. Et il est apparu dans l'évolution, effectivement, très tard. Mais ça définit notre réalité, la réalité humaine. Et notamment, ça définit des lieux sacrés qui sont réels pour les humains concernés. Et c'est ça, sacré pour qui? La réalité pour les Huichol, ce n'est pas la réalité pour First Majestic Silver. C'est-à-dire que les prises qui font la réalité pour les Huichol ne sont pas les mêmes que celles qui font la réalité pour une entreprise capitaliste moderne. Donc, la colline brûlée, le Cerro Quemado, pour les Huichol, c'est une ressource essentielle, mais pas du tout dans le même sens. Dans quel sens? C'est une ouverture qui leur donne accès
à ce qui donne du sens à leur monde. Une ouverture à ce qui donne du sens à leur monde. Et par conséquent, cette ouverture est un espace sacré. Alors en cherchant sur Internet, j'ai trouvé un article du Washington Post du 13 février 2012 d'un journaliste qui s'appelait William Booth, qui disait la chose suivante. Pour les Indiens Huichol, les montagnes de ce désert sont sacrées. Elles ouvrent un portail cosmique, concentrant des vertus magiques. Alors, dans l'article, parce que là je vous traduis en français, mais dans l'article en anglais, il emploie le mot suivant, mojo. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce mot. A cosmic portal with major mojo. Hein? Ou mojo. Je crois que c'est mojo. Vous connaissez ce mot? Oui. Dites-nous un mot, je vous prie. Non, mais c'est fameux dans le film, la parodie Austin Powers, où il parle de son mojo, c'est très années 60, c'est très New Age. C'est très New Age, années 60. Oui. Ah oui. Je ne sais pas comment le traduire en français. C'est passé dans le cinéma, effectivement, un peu parodique, grande comédie américaine. Mais c'est ça, c'est une sorte de dharma. Ah oui. Ah bon, moi j'étais complètement out par rapport à ça. Bon, donc j'ai traduit concentrant des vertus magiques. Où les chamans collectent le peyote. Le peyote suscitant les rêves d'éveil, qui font tenir l'univers ensemble. Ce n'est pas rien. Bon, donc ça c'est cité sur Internet. DGR News Service du 25 février 2012. Et d'ailleurs, j'ai cherché un peu plus loin, et le même service, DGR News Service, le 27 février, il titre Mexican Court suspends mining in the sacred territory of the Wixárika. Alors, Wixárika, c'est un autre nom des Huichol. Donc, apparemment, en tout cas, au 27 février 2012, on avait arrêté la mine, ou le projet de mine. Mais on ne sait pas ce qui a suivi. Donc, pour les Huichol, c'est une ressource essentielle, ce portail cosmique. Mais en même temps, c'est une contrainte très forte. Rappelez-vous les 4 grandes catégories, les 4 grands prédicats, des ressources, des contraintes, des risques et des agréments. Donc c'est une ressource essentielle, mais une contrainte très forte, parce qu'elle s'accompagne d'interdits puissants, qui délimitent justement un espace sacré, qui démarquent l'espace sacré de l'étendue profane. Et cela qui existe, qui est la réalité pour les Huichol, n'existe pas pour First Majestic Silver. Sauf dans la mesure où ils doivent bien tenir compte de la résistance des Huichol. Ils ne peuvent pas simplement les expulser. Alors, pour cette grande compagnie, le cerro, la colline, est évidemment une ressource. C'est aussi une ressource, mais d'ordre purement matériel, comptable et sans aucun interdit. Au contraire, First Majestic Silver a le droit pour lui. Quel droit? C'est le droit qu'on appelle la prise de terre, qui remonte à la prise de terre, comme disait le juriste Carl Schmitt, la prise de terre, l'Annahme,
qui n'est autre dans ce cas que la conquista. Et cette prise de terre, qui jusqu'à ces derniers temps, et on voit que ça fonctionne justement encore maintenant, a juridiquement aboli les prises écouménales des peuples premiers. Hein? Ces prises écouménales des peuples premiers n'avaient pas d'existence juridique. Vous avez donc là un litige, et pourtant il y a un point de rencontre. Et ce point de rencontre, c'est, semble-t-il, c'est la nature au sens écologique. Parce que aussi bien les Huichol que First Majestic Silver disent vouloir protéger la nature, dans les deux cas. Alors, quelle que soit la crédibilité respective de leurs propos, des uns et des autres, le fait est qu'ils accordent apparemment à la nature une valeur, enfin qu'ils reconnaissent une valeur commune à la nature, une valeur qui est distincte de celle des lieux sacrés en tant que tels. Alors qu'est-ce donc que cette valeur qu'ils reconnaissent à la nature? Ici, il faut introduire cette distinction fondamentale en mésologie entre ce que peut être la nature dans une cosmologie traditionnelle, comme celle des Huichol, et ce qu'elle peut être dans une société minière, enfin pour une société minière moderne, comme First Majestic Silver. Et à cet égard, la modernité se caractérise par une décosmisation radicale. Et cette décosmisation, elle est contenue dans le principe même de ce qui a défini la modernité au XVIIe siècle, avec la révolution scientifique d'une part, qui a fait naître la saisie, qui a permis la naissance de l'Umgebung, c'est-à-dire la saisie scientifique objective. Objective, ça veut dire, en principe, c'est un point de vue de nulle part, un point de vue de personne, en principe. D'une part, et d'autre part, l'avènement du sujet moderne, ça c'est un avènement ontologique, qui lui est symbolisé par le cogito cartésien. Et je vous rappelle, puisque je l'ai cité quasiment à chaque fois, un passage du discours de la méthode qui contient le passage suivant. Je cite, « Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu. Pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. » Ça, c'est défini le sujet moderne, le cogito. Autrement dit, le sujet moderne s'auto-institue, il s'institue soi-même dans l'abstraction de tout lien ontologique avec le milieu. Et par le même principe, c'est le principe du dualisme sujet-objet. Le milieu, Umwelt, est converti en Umgebung, c'est-à-dire un environnement objectif. Cet environnement objectif, petit à petit, les sciences modernes, et en particulier l'écologie, vont apprendre à le saisir comme tel, en principe, en soi. En fait, ce n'est pas possible, mais en principe. Et nous pensons encore très largement, dans le cadre de ce dualisme, où la nature est un objet. La nature est un objet. Et cet objet, c'est l'environnement au sens de Umgebung. Je vous en donne un exemple qui peut-être surprendra certains, c'est celui de l'écologie profonde, qui a été un des grands mouvements
de l'écologisme, hein, pas l'écologie en tant que science, mais en tant que mouvement d'idées, l'écologisme, l'écologie profonde de Arne Næss. En effet, au moins l'idée que je m'en fais, cette écologie profonde est marquée par une grande pauvreté de considération ontologique. Et c'est d'autant plus frappant que cette thèse de l'écologie profonde se veut ontologique avant tout. En effet, selon Arne Næss, c'est de là que le reste découle. Le reste, c'est-à-dire une nouvelle manière de se comporter à l'égard de la nature. Quel est le parti ontologique de l'écologie profonde? C'est que le soi, mon soi, se réalise en s'élargissant jusqu'à un soi avec un grand S, qui n'est autre que la totalité des interconnexions de la nature. La totalité des interconnexions de la nature. Et c'est aussi le grand tout, avec un grand T, le grand tout. Et dans ce grand tout, chaque être a une valeur intrinsèque. Hein, on doit reconnaître la valeur de chaque être. Donc il ne peut pas être question d'accorder une priorité à l'humain. Pas question d'une priorité de l'humain sur les autres vivants. Et l'identification au grand tout, au grand soi de la nature, est censée régler à la base les questions que pose, par exemple, l'éthique de l'environnement. En effet, pour Næss, l'éthique de l'environnement est secondaire par rapport à l'ontologie. Elle procède de cette ontologie. Donc on a un égalitarisme du vivant. L'égalitarisme du vivant n'interdit pas que nous mangions d'autres vivants, animaux ou végétaux, à condition de s'en tenir à la satisfaction des besoins vitaux, puisque chaque être vivant est obligé de se nourrir. Donc on a le droit. Mais il ne faut pas dépasser les besoins vitaux. Ça, c'est un sacré problème en économie notamment. Et ne pas exorbiter notre place dans l'écosphère. Écosphère. D'ailleurs, c'est intéressant de dire écosphère plutôt que biosphère. Et notamment, pour ne pas exorbiter de notre place dans l'écosphère, l'humanité devrait réduire substantiellement ses effectifs. Sacré problème. Tiens, justement, l'emploi du terme sacré me pose un sacré problème. Parce que ce n'est pas moi qui vais me réduire. Je préfère que ce soit vous qui vous réduisiez, pour vous dire le fond de la question de mon point de vue. Mais on a tous le même. C'est ça le problème. Bon, il est clair en tout cas que cette écosphère se fonde en écologie. C'est-à-dire que l'identification de mon petit moi ou de mon petit soi au grand soi qu'est la nature, le tout, ce qui me permet de le faire, c'est de bien connaître le fonctionnement des écosystèmes. Et c'est à partir de la connaissance des écosystèmes que l'on est obligé de reconnaître une égale valeur à tous les êtres qui font l'écosystème. Ainsi, cette position de l'écologie profonde s'inscrit logiquement dans une suite de décentrements
qui ont marqué l'histoire de la modernité. Des décentrements qui ont petit à petit ramené l'humain à sa place dans l'univers, ou à sa place dans la nature. C'est dire que c'est une vision fondamentalement scientifique. Après le décentrement copernicien, le décentrement darwinien, il y aurait ce décentrement de l'écologie profonde. C'est une vision fondamentalement scientifique. Autrement dit, c'est le point de vue de nulle part, comme je disais tout à l'heure. Le point de vue de la science, c'est en principe un point de vue de nulle part. Ce n'est pas le point de vue de moi ou de lui ou d'elle, ça vient de nulle part. Eh bien, voilà qui est fort maigre ontologiquement. Parce qu'on sait, depuis Descartes, que le premier pas qui mène à la science pure, comme disait Descartes, à la science pure, c'est de abstraire le sentiment humain des objets que se donnera la science. Il faut en abstraire le sentiment humain, c'est-à-dire la subjectivité en somme, pour que l'objet soit un pur objet et que la connaissance de l'objet soit purement objective, donc scientifique. Ce qui engendre un problème absolument insurmontable, parce que qu'est-ce que c'est qu'une ontologie? Parce qu'il parle bien d'ontologie, et une ontologie qui, de surcroît, prétend inspirer une éthique, un mode de vie, et qui commence par abstraire l'humain de ses considérations sur l'être. Est-ce que c'est une ontologie de l'objet? Ça serait bien si c'était une ontologie de l'objet, on vivrait dans un monde totalement objectif et tout roulerait comme une mécanique. Le problème, c'est que quel est cet objet qui énonce cette ontologie, sinon le sujet humain lui-même? Arne Næss est un sujet humain, et chacun de nous le sommes. Et là, il y a un vice logique insurmontable. Parce que dans la mesure même où elle prétend inspirer des comportements nouveaux de la part des êtres humains, il faudrait que, pour être équitable, nous ayons des comportements nouveaux de la part des cactus, de la part des wombats. Vous connaissez les wombats? C'est un animal intéressant de l'Australie. Ou de la part des coraux, etc., etc. Je répète, c'est mon point de vue sur ces questions-là. Sur ces questions-là, ce dont on a besoin, c'est d'une ontologie du rapport que l'humain entretient avec la nature. Donc c'est une ontologie mésologique, nécessairement, et non pas un simple décalque de l'écosystème. C'est quelque chose qui se situe ontologiquement au-delà de l'objet seul, c'est-à-dire au-delà de ce simple S, il y a nécessairement le rapport avec une saisie quelconque, c'est-à-dire quelque chose qui est analogiquement un prédicat. C'est toujours S en tant que P. Et c'est ce rapport qui va donner de la valeur à S, de la valeur et du sens. Et donc l'ontologie dont nous avons besoin pour fonder une éthique de l'environnement, c'est ce que prétend apporter la mésologie, justement, avec cette distinction entre environnement et milieu. L'environnement, disons que c'est la nature objectifiée. Or, d'une nature objectifiée ne peuvent pas naître des valeurs humaines. Et l'être humain a besoin de valeurs pour se conduire et pour agir. Et notamment
une valeur comme le sacré, comme je l'ai posé d'entrée de jeu, dans la nature objectifiée, il n'y a pas de sacré, autant qu'on la connaisse objectivement, autant qu'on connaisse le fonctionnement de la biosphère objectivement. Les valeurs ne peuvent n'être que des prises écouménales ou des prises médiales que nous avons avec ce S qu'est l'environnement objectif. Et c'était bien les questions de valeur mises à part, mais telle que la mésologie a initialement été proposée par Charles Robin, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises les fois précédentes. Charles Robin, qui était ce médecin, disciple d'Auguste Comte, qui, le 7 juin 1848, a proposé une mésologie comme l'une des tâches fondamentales de la biologie. Le 7 juin 1848, c'est le jour inaugural de la fondation de la Société de biologie française. Charles Robin donc, était un positiviste, disciple d'Auguste Comte, et un fieffé positiviste. Par exemple, en 1872, quand l'Académie des sciences se proposait d'élire Charles Darwin, il a été de ceux qui s'y sont opposés à l'élection de Darwin à l'Académie des sciences française. Et les raisons qu'il en a données, c'est que la théorie de l'évolution ne répond pas aux critères de la science expérimentale. Il n'y a pas de preuve donnée par la science expérimentale de la théorie de l'évolution. Donc en 1872, Darwin n'a pas été élu. Il a été élu en 1878, quand même. Le pauvre est mort 4 ans après. Enfin, ça n'est pas ça qui l'a tué, mais vous voyez que des choses, des théories qui ont marqué l'histoire, comme la théorie de Darwin, du point de vue positiviste, c'est-à-dire d'un strict point de vue de Umgebung, pose des problèmes. Donc, ce que Charles Robin, pas Darwin, Charles Robin donnait comme tâche, assigné comme tâche à la biologie, c'était notamment de construire une mésologie en tant que définie comme la science des rapports qui s'établissent entre les êtres vivants et leur entourage, autrement dit leur milieu. C'est le mot employé par Robin, c'était milieu, mais milieu dans le sens que nous donnons aujourd'hui à Umgebung. Non pas milieu au sens que j'essaye d'exposer en tant que mésologie. Donc il y a eu une évolution depuis. Je rappelle très brièvement que la mésologie, après avoir fleuri un certain temps, au XIXe siècle, s'est petit à petit étiolée devant la montée de l'écologie, qui, elle, est apparue une vingtaine d'années plus tard, même exactement 20 ans plus tard, quand le mot de écologie a été créé par, allez, ça me sort de la tête, mais vous le savez tous. Haeckel. Oui, c'est ça, Ernst Haeckel. Alors, donc, Haeckel propose écologie, qui est devenue écologie en français, en 1868. Et petit à petit, cette science de l'environnement s'est imposée, comme vous le savez. Mais donc, la mésologie s'est étiolée. C'est très amusant de voir comment, après avoir eu droit à de plusieurs colonnes, je ne sais plus exactement combien, dans le Grand Larousse du XIXe siècle, et même dans la première édition du Petit Larousse, en 1906, je crois, il y a un article mésologie qui est très court, mais le mot existe pour le Petit Larousse dans la première édition. Puis il disparaît. Cherchez dans le Petit Larousse aujourd'hui, il n'y a plus de mésologie. Dans les années 30, 1930, résurgence de la mésologie, d'abord dans les travaux d'Uxküll, parce que le petit livre
mondialement connu où Uexküll expose sa science du milieu, Umweltlehre, publié en 1934 dans la version évidemment allemande. Ça résume des décennies de recherche. Donc en fait, il avait ça en tête depuis longtemps avant, mais le livre date de 1934. Et ça, c'est pour les sciences de la nature. Au même moment, quasi, puisque c'est en 1935, le philosophe japonais Watsuji présente une théorie tout à fait comparable, mais cette fois-ci pour les milieux humains, donc à un autre niveau ontologique. Mais c'est la même idée de base, à savoir que le milieu ne doit pas être confondu avec l'environnement parce qu'il suppose un sujet. Il suppose un sujet. Un sujet qui va interpréter l'environnement en tant que son propre milieu. Et là, on pourrait même parler d'une révolution supplémentaire dans les sciences de la vie. Après celle de Darwin, il y aurait celle d'Uexküll qui a été le premier à reconnaître vraiment comme sujet le vivant. Et textuellement, il dit bien le sujet. Et c'est la même chose que pose Watsuji à propos des milieux humains. Donc, ces deux penseurs, j'en ai déjà parlé souvent, je n'insiste pas, ils ont établi le premier, c'est Uexküll, au niveau ontologique du vivant en général, et Watsuji au niveau ontologique de l'humain en particulier. Cette distinction révolutionnaire, c'est vraiment une révolution entre le milieu au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le sens objectif de l'environnement. Aujourd'hui, on ne dit plus milieu, on dit l'environnement, d'une part, et d'autre part, le milieu au sens mésologique du terme, supposant une interprétation par un sujet vivant. C'est-à-dire l'environnement pour autant qu'il existe pour un sujet quelconque, que ce soit une espèce vivante ou une culture ou une personne. Donc, c'est en tant que milieu, c'est-à-dire en termes de milieu, que les choses de notre environnement existent pour nous, et en particulier, je reviens au cas des Huichol, que peut exister un portail cosmique. Ces choses-là cela donne non seulement naissance à ce qui est le milieu propre du sujet concerné ou des sujets concernés, mais c'est vraiment un monde qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une cosmophanie. Cosmophanie. C'est phaino qui veut dire apparaître, et cosmos, c'est l'ordre général du monde. L'ordre général qu'on voit dans le monde. Ça, c'est cosmos. L'apparaître d'un monde, cosmophanie, avec cet ordre éco-techno-symbolique, dans lequel les choses sont liées, dans lequel les choses sont concrètement liées, c'est-à-dire elles évoluent ensemble, elles croissent ensemble. Alors c'est ce qu'on appellera la concrescence. Le croître ensemble, des choses telles qu'elles existent concrètement dans un milieu humain ou animal ou végétal. C'est tout vivant. En revanche, pour la modernité, dans le paradigme de la modernité, paradigme scientifique tout particulièrement, le sujet humain, il est face à un environnement objectif. Alors il peut projeter des vues subjectives, arbitraires sur cet objet, mais la réalité
de ce point de vue, c'est l'objet lui-même, c'est l'environnement en soi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est faire abstraction de notre existence. Cette abstraction est, par définition, elle est décosmisante. C'est la décosmisation moderne. Décosmisation qui conduit à une acosmie. Parce qu'un univers-objet, ça n'est plus un monde, ça n'est plus un cosmos. Au XXe siècle, tout le courant phénoménologique, en particulier la phénoménologie herméneutique de Heidegger, s'est élevé contre cette décosmisation. Et la mésologie participe de ce courant, de cette réaction contre la décosmisation moderne. Donc c'est en termes de milieu, en termes de Umwelt, que s'établissent les en tant que sont des prises médiales ou prises écotechnosymboliques, ce qui en allemand, en tant que, se dit als. Et c'est un terme que Heidegger a utilisé à profusion dans un cours de 1929-1930 qui a été édité beaucoup plus tard, après sa mort, sous le titre « Les concepts fondamentaux de la métaphysique ». Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude. Et ce qui donne naissance à un monde, à l'apparaître d'un monde, c'est ça, c'est ce als, c'est saisir. Il emploie pas exactement les mêmes manières de dire, mais ça revient fondamentalement à cette idée que saisir est en tant que quelque chose. En tant que quelque chose qui donne naissance à cette chose, qui n'est pas un objet. Un objet, c'est S pur. Et une chose, c'est S en tant que P. Donc Uexküll, pour sa part, il montre cela, et il le montre de manière scientifique, c'est-à-dire par l'expérience, par l'expérimentation. Il montre que les choses dans la réalité d'un animal ne sont jamais un objet. Jamais un objet. Un animal ne peut pas entrer en relation avec un objet en tant que tel. Il l'écrit textuellement. Ne peut pas entrer en relation avec un objet en tant que tel. Et donc il en montre différentes preuves expérimentales, notamment celle-ci. Alors je ne sais plus à propos de quel animal, c'est un lapin ou autre animal, mais on va dire lapin. Mâle et femelle. Bon, la nature veut que le mâle soit attiré par la femelle. Bien. Donc, il prend une femelle en chaleur et il la met sous cloche. Visible, mais sous cloche. Et il pose à côté un lapin mâle qui, normalement, naturellement, doit vouloir s'accoupler avec la femelle. Or, il ne lui témoigne aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que, et ça c'est l'expérience qu'il montre, l'avoir mis sous cloche empêche les phéromones de se déplacer et donc d'atteindre le mâle. Et le mâle ne ressent aucun intérêt, il ne le regarde même pas. C'est dire que un animal n'entre pas en relation avec un objet. Elle est là, objectivement. Elle est là, mais elle n'existe pas, quasi, comme si elle n'existait pas. Donc, dans la réalité, pour le vivant, pour l'animal en l'occurrence, la réalité est marquée de tonalité. Ton, T-O-N, c'est le mot allemand qu'on a traduit par tonalité, tel que S-Ton, par exemple. Ça, essen, ça veut dire manger, donc exister en tant que ce qui doit être mangé.
Et ce S-tone, il est tel pour une certaine espèce et pas pour une autre. Et ça vaut pour les cultures humaines, parce que l'anthropologie a prouvé que telle chose qui peut constituer un aliment de choix pour telle culture peut être ignorée ou réprouvée pour une autre culture. Ça vaut à l'autre niveau ontologique, celui de l'humain et des cultures humaines. Mais c'est fondamental dans le monde animal. Donc S-tone, c'est tonalité d'alimentation, exister en tant que nourriture. Vous voyez, donc ça fonctionne comme als, c'est en tant que. Ou bien exister en tant qu'habitation, c'est wohntone, wohn c'est habiter, etc., etc. On peut le traduire aussi par pour habiter, pour manger. C'est ça la réalité. Une réalité qui motive l'animal, alors qu'un objet ne motive pas l'animal. Il n'entre pas en relation avec. Et c'est cette relation qu'on appelle en mésologie, qu'on appelle trajectivité. La trajection donne naissance à une réalité qui est trajective. La trajectivité de la réalité. Et cette trajectivité ne peut pas être réduite à l'objet. Le sujet intervient dans l'être même de cette chose. Le sujet est pris lui-même, le sujet au sens de celui qui éprouve. Le sujet est pris lui-même dans cette relation. Ça vaut pour l'animal, ça vaut pour l'humain, ça vaut pour les plantes aussi, comme on sent. Dans le dernier numéro de Science et Vie, je ne sais pas si vous pratiquez ce genre de lecture, il y a un gros titre, c'est le dernier numéro. Les plantes, elles sont intelligentes. Bon, c'est pour attirer l'acheteur, mais ce n'est pas des blagues. Hein, ça rend compte de recherches tout à fait sérieuses, tirées des revues les plus sérieuses, qui montrent que les plantes ont, alors moi je dirais une subjectivité, c'est-à-dire elles existent, elles se transmettent de l'information, etc., etc. Elles adaptent leur comportement. Donc, trajectivité. Dans un milieu, dans la réalité d'un milieu, les choses sont trajectives. Ce ne sont pas des objets. Un objet, c'est un en soi, comme dit la philosophie, un en soi avec un trait d'union. Et la vue moderne classique, c'est que sur cet en soi qu'est l'objet, le sujet projette des vues subjectives. Des vues subjectives unilatérales et arbitraires. Unilatérales et arbitraires. Là, on rencontre évidemment tout de suite le problème de sens. Et vous savez que dans l'étude du sens au XXe siècle, il y a eu deux grandes écoles. L'une dérivée, c'est devenu la sémiologie dérivée des travaux de Saussure en linguistique, et l'autre, pas seulement dérivée, mais affirmée par Peirce, qui est la sémiotique. Et la grande différence entre les deux, entre la sémiologie et la sémiotique, c'est que pour la première, vous avez un rapport dyadique, c'est-à-dire à deux termes, entre signifiant et signifié, un rapport qui est censé être arbitraire, alors que dans la sémiotique de Peirce, vous avez un rapport triadique, parce qu'il y a nécessairement une interprétation en tant que. Bon, le point de vue de la mésologie, il est peircien, en ce sens-là. C'est-à-dire que ce que on appelle la sémiose dans ces processus sémiotiques c'est A est interprété en tant que B par un interprétant. C'est fondamentalement cela. Et l'interprétant, c'est un existant, qu'il soit vivant en général ou humain en particulier.
Donc c'est un rapport triadique. Ça veut dire que la réalité de A et B, puisque A est saisi en tant que B par C, ou on va dire plutôt par I, puisque c'est un interprétant. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Et un autre point de rencontre entre la sémiotique passienne et la mésologie, c'est que le processus de sémiose, c'est-à-dire ce qui donne de la signification, est un processus qui se poursuit indéfiniment. Parce qu'une signification à un moment t est réinterprétée à un moment t plus 1, et puis t plus 2, etc. Ça équivaut à ce que j'ai appelé tout à l'heure une suite trajective. Et c'est nécessairement historique, et à une autre échelle, c'est nécessairement évolutionnaire. C'est-à-dire que le sens que nous, en tant qu'êtres humains, appartenant à une certaine culture, à diverses échelles de culture, suppose toute une suite trajective antérieure qui a commencé avec la vie sur Terre. Vous voyez ? On ne peut pas s'en abstraire. Ça, c'est une vue, enfin, ça, c'est proprement la vue mésologique. Le sens que nous donnons aux choses n'est pas arbitraire, il est historique et évolutionnaire. Ça change complètement la perspective des études du sens. Ça donne naissance notamment à un sens du sacré. Et au-delà même, ça donne naissance à la réalité. C'est un processus ontogénétique. Ontogénétique dans ce sens-là. Ce n'est pas l'ontogénèse pour la biologie en général, mais ontogénétique dans ce sens-là, c'est-à-dire ça fait exister en tant que. Fait exister en tant que. Et ce qui est en jeu dans une ère sacrée comme la colline brûlée, le Cerro Quemado, eh bien, ce n'est pas simplement l'objet colline, c'est l'être des Huichol qui concrètement va avec ce lieu sacré. Et d'autant plus fort que c'est un haut lieu, comme on dit, un haut lieu, un lieu sacré. Et ce qui explique notamment qu'ils ont le besoin de s'y ressourcer périodiquement par des pèlerinages. Exactement pour la même raison que des catholiques ressentent le besoin d'aller à Rome, ou des musulmans d'aller à la Mecque, etc., etc. Les Huichol, chaque année, ils vont à la colline brûlée pour ressourcer leur être. Bon, ce sont des réalités humaines de ce genre qui ont été forecloses, c'est-à-dire mises dehors par le point de vue moderne. Le point de vue moderne qui, lui, se prétend objectif. On vous dira, oui, objectivement, il y a des filons d'argent et d'or dans ce sous-sol. Ça, c'est du dur, c'est de la réalité. C'est ça la réalité. Et la vision des Huichol, c'est une simple projection arbitraire d'une culture de sauvages. Ils voient ça comme ça, mais la réalité, c'est qu'il y a des filons argentifères. Ce qu'on ne voit pas, c'est exactement le même rapport. C'est-à-dire que ça existe en tant que mine d'argent possible, et pour les autres, ça existe en tant que portail cosmique. Mais vous avez fondamentalement exactement le même rapport, ça existe en tant que. Et si vous creusez l'en tant que de cette compagnie canadienne, il n'est pas plus défendable logiquement que l'autre. C'est-à-dire physiquement, certes, il a des bases plus physiques, mais ça c'est une tautologie, de dire que physiquement, il est plus physique.
Bien. Quand on dit que l'être même des Huichol est engagé dans cette colline sacrée, ça rejoint quelque chose sur quoi je ne vais pas insister aujourd'hui parce que j'en ai parlé quasiment à chaque séance avant, mais en 2 mots pour le rappeler, l'être humain ne se réduit pas à un corps physique, ce que Leroi-Gourhan, l'anthropologue Leroi-Gourhan appelait le corps animal. Il est nécessairement aussi ce qu'il appelait un corps social, à la fois technique et symbolique, c'est-à-dire le déploiement de systèmes techniques et de systèmes symboliques. Du point de vue mésologique, on dira un corps médial, parce qu'il n'est pas simplement techno-symbolique, il est aussi écologique. Donc éco-techno-symbolique, c'est médial. L'être humain est nécessairement à la fois ce corps animal et ce corps médial qui est mon milieu, votre milieu, c'est toujours un petit peu différent, mais sans quoi nous n'existerions pas. Bon, ça c'est le point de vue de Leroi-Gourhan, qui a montré en paléo-anthropologue, il a montré que l'émergence de notre espèce, justement, est indissociable de cette extériorisation de certaines des fonctions du corps animal en corps social, dit-il, ou médial, comme on dit en mésologie. Et c'est de ce fait même qu'il y a pu y avoir... Alors, revenons à l'exemple tout à fait concret des 1,93% de tout à l'heure. À un moment de l'évolution d'un certain primate, enfin en fait plusieurs branches de primates, il y a eu un processus d'hominisation. Il n'en reste qu'une espèce, la nôtre, mais il y en a eu plusieurs, et qui ont disparu les unes après les autres. La nôtre a subsisté, et ce processus, du point de vue mésologique, c'est à la fois une anthropisation du milieu par la technique, humanisation par le symbole, et rétroactivement, par rétroaction sur le corps animal, hominisation, qui a fait notamment que cette rétroaction sur le corps animal a fait que le cerveau de l'espèce humaine a quasiment explosé. Enfin, j'exagère un peu, mais il est passé d'un volume de 400 cm3 à 1400 cm3 dans une durée relativement brève. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ces 900 cm3 de plus, ils ne sont pas anodins puisque ça comprend notamment les aires corticales du langage. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, l'humain a pu se refléter soi-même, être le sujet prédicat de soi-même, et ainsi s'auto-instituer, mais vraiment physiologiquement. Hein, ce n'est pas simplement des représentations comme Descartes qui se représentent comme un cogito, c'est vraiment avec des effets sur le corps animal lui-même, à une autre échelle bien entendu. Autre interprétation du même phénomène, c'est celle d'un psychanalyste. Disons qu'il est philosophe plutôt, mais avec un argument fortement psychanalytique, celui de Danny Robert Dufour, dans un livre, je crois que j'en ai parlé une fois ou deux déjà, qui s'intitule « On achève bien les hommes ». Comme on dit, on achève bien les chevaux. Là, on achève bien les hommes, dans le sens, bon, il y a un jeu de mots, mais c'est pour dire que, pour être un être complet, l'humain, qui est un être néothénique, néothène, ça veut dire qu'il n'est pas achevé à la naissance. Et il doit donc s'achever. On doit achever l'humain, c'est ce dont se charge la société, d'achever l'humain pour en fait faire un être viable, ce qu'il n'est pas à la naissance, à la différence des autres animaux, enfin pas tous et pas au même degré, mais c'est l'humain qui, de tous les animaux, est le moins viable à la naissance. Et il ne devient viable que par l'apport d'une culture. Autrement dit, d'un corps social, comme dirait Leroi-Gourhan. Et ça,
c'est vraiment inscrit dans sa physiologie, hein, c'est un néothène. Donc, selon Dufour, cette néothénie de l'humain a entraîné ce qu'il appelle le besoin de s'aliéner à un grand autre qui a reçu des noms divers au cours de l'histoire, mais notamment celle de Dieu. C'est le grand autre auquel l'humain doit s'aliéner pour s'achever lui-même. Il ne peut pas être lui-même sans ce grand autre. Bon, ça, c'est une thèse. Mais du point de vue mésologique, tout en reconnaissant une grande parenté entre ces thèses et celles de la mésologie, on dira de manière plus générale que l'humain, et en particulier l'humain moderne, le cogito, le sujet moderne, est un être qui ne reconnaît pas une partie de lui-même. Ne reconnaît pas une partie de lui-même parce que ce qui est notre corps médial, nous en avons fait un objet ontologiquement distinct de nous-mêmes. Ça a été forclos. Et cette forclusion entraîne un manque à être, comme dit la psychanalyse, qui a des traductions diverses. Pour Dufour, il montre que ça entraîne le besoin de religion et de Dieu. Mais de manière plus générale, pour la mésologie aujourd'hui, ce manque à être entraîne une frénésie de consommation. J'y verrai la motivation fondamentale de la société de consommation, parce que nous avons besoin de consommer et d'acheter pour récupérer ce que nous avons forclos. Évidemment, on ne le récupère pas dans les mêmes termes, on le récupère en tant que marchandise, comme objet. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Plus on achète d'objets, et plus on est incomplet ontologiquement, puisqu'il ne s'agit pas en fait d'objets, il s'agit de notre être même. Mais en tout cas, c'est un motif qui détermine nos comportements aujourd'hui. Les sociétés traditionnelles, c'est là-dessus que je vais terminer, les sociétés traditionnelles, elles, bien entendu, sans cet appareil conceptuel, avaient néanmoins ressenti le même problème et l'avaient symbolisé. C'est quelque chose que Watsuzi, le philosophe japonais dont je vous ai parlé tout à l'heure, a nommé la deku, enfin en japonais c'est jikoha kensei. Alors, ça veut dire, jiko c'est soi, soi. Hakken, ça veut dire découvrir. C'est un suffixe qui conceptualise, donc c'est autodécouvertité, le fait de se découvrir, soi-même dans le milieu. C'est-à-dire, dans le milieu, nous nous reconnaissons nous-mêmes, reconnaissons notre être dans notre milieu. Et typiquement, ce que vous avez quand, dans l'exemple que nous avons pris aujourd'hui, de cette colline brûlée, où les Huichol vont faire pèlerinage chaque année pour ressourcer leur être même, parce qu'ils se découvrent eux-mêmes leur être dans ce lieu sacré. Ils n'ont pas ce concept en tête, mais c'est ce qu'ils font et qu'ils symbolisent par l'institution d'une colline en lieu sacré. Et c'est ce que font d'autres sociétés, dans d'autres termes, comme le pèlerinage à la Mecque ou à Rome ou ailleurs. On va ressourcer son être même dans des lieux sacrés. Le sujet moderne, lui, il a focalisé l'être sur le je, moi, je, c'est-à-dire sur le seul individu. Et finalement, qu'est-ce qui reste de sacré dans notre société, pour schématiser? Eh bien, c'est l'individu lui-même, qu'aujourd'hui la société s'interdit même, s'est interdit la peine de mort. On a supprimé la peine de mort, puisque finalement le plus sacré,
c'est la vie de l'être humain individuel. Tandis que pour les sociétés traditionnelles, il n'y avait aucun problème à mettre à mort des individus, parce qu'il y avait un corps médial fort vivant. Je terminerai sur la notion de sens moral, en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure de l'écologie profonde. On ne peut pas dériver de valeurs humaines d'un environnement objet. C'est-à-dire que dans la nature objet, il n'y a pas de sacré, il ne peut pas y en avoir. Il ne peut y en avoir que dans la mesure où nous y découvrons notre être même, et que de ce fait même, la nature peut être sacrée. Et c'est ce qu'on voit dans les mouvements écologistes aujourd'hui. En fait, le hasard a fait que la semaine dernière, j'étais à un colloque où j'ai entendu une jeune chercheuse qui étudie les mouvements de résistance contre le percement des tunnels sous les Alpes entre Lyon et Turin. Et elle disait que les gens qui sont motivés, à un moment, elle a dit, comme s'il s'agissait de leur être. Mais il s'agit de leur être. Se découvre leur être dans le milieu, et non pas dans l'environnement en tant qu'objet. Notre être est dans notre milieu. Et donc, dans certains endroits, cela se concentre, et c'est ce qu'on appelle des lieux sacrés. Je vous remercie.